Le Canada. C'est l'un des pays les plus gentils au monde, un pays qui a une réputation de pays du multiculturalisme célébré, de l'assurance maladie universelle érigée en modèle. C'est le pays où des centaines de milliers de personnes cherchent chaque année à immigrer, convaincus d'y trouver stabilité et opportunité. Et pourtant, c'est dans ce même pays que des êtres humains meurent de froid à moins de 500 mètres d'immeubles parfaitement chauffés, à quelques pas de centres commerciaux illuminés et à portée de vue de tours résidentielles où les thermostats affichent 22 degrés Celsius. C'est dans ce même pays que des sacs de couchage humides s'alignent le long du béton glacé, des silhouettes de personnes immobiles et des respirations sont visibles dans l'air gelé. La raison ? Elle est très simple. Il y a une inadéquation monumentale entre le loyer et les salaires des travailleurs. Les chiffres ne mentent jamais parce que derrière cette façade polie, derrière ces sourires bienveillants, derrière ce pays charmant, se cache une crise humanitaire que très peu connaissent et que le pays dissimule. L'explosion des loyers, le fentanyl, le froid mortel et l'immigration record sont entre autres les causes qui nous montrent que le Canada et les États-Unis ont plus en commun que nous le savons et que les Canadiens ne veulent accepter. Ce documentaire détruira l'image du meilleur pays que vous avez du Canada car nous vous montrerons, réalité à l'appui, sans filtre et sans complaisance, 5 villes touchées par ces crises qui rongent le Canada. Alors soyez prêts et bienvenue au Canada. Vancouver. C'est une ville magnifique dotée de l'océan Pacifique, des montagnes enneigées, des forêts de séquoias et du climat le plus doux du Canada. L'architecture de cette ville est moderne avec une scène culinaire de classe mondiale, des startups tech et des influenceurs qui vantent le Vancouver lifestyle. Mais c'est aussi l'enfer sur Terre si vous n'êtes pas riche. En fait, le loyer moyen d'un appartement d'une chambre est d'environ 2800 $ par mois. Un condo de 50 mètres carrés dans un quartier correct vaut dans les 800 000 $. Or le salaire minimum en Colombie-Britannique est de 17,40 $ de l'heure et si vous travaillez 40 heures par semaine, toutes les semaines de l'année sans vacances, vous gagnez 2900 $ par mois et après impôts, il vous restera environ 2400 $ net. Il vous faut donc consacrer 100% de votre salaire juste pour payer le loyer d'un studio en un mois et jusque-là, on ne parle encore ni de nourriture, ni de transport, ni de vêtements, ni d'électricité. C'est ainsi que nous assistons à des scènes qui glacent le sang. En effet, Vancouver manque cruellement d'infirmières et les hôpitaux recrutent désespérément. Mais quand une infirmière débutante gagne 60 000 $ par an, comment peut-elle payer 2800 $ de loyer plus 400 $ de transport plus 600 $ de nourriture ? Cela est impossible. Pour donc remédier à cela, certaines dorment dans leur voiture garée dans le parking de l'hôpital. Elles travaillent 12 heures de nuit à sauver des vies, puis elles dorment 6 heures dans leur voiture et retournent ensuite travailler. En effet, quand vous ne pouvez pas vous permettre un 3 chambres qui coûte environ 3500 $ par mois pour votre famille et vous entassez toute la famille dans une maison à une seule chambre. Les parents dorment dans la chambre et les 3 enfants dorment dans le salon. Personne n'a d'intimité et les devoirs se font sur la table de cuisine. Les disputes sont constantes. C'est triste mais c'est ainsi car à Vancouver, vous avez simultanément des maisons vides achetées par des investisseurs étrangers qui ne les habitent jamais, des condos de luxe avec piscine qui restent vides pendant des mois et à côté de tout cela, près de 4800 personnes qui dorment dehors. Cela n'est pas arrivé par hasard car pendant des années, Vancouver a été la destination préférée des millionnaires chinois cherchant à blanchir de l'argent ou à protéger leur fortune du Parti communiste chinois. Ainsi, ils achètent des maisons cash, sans hypothèque, sans jamais y habiter. Résultat, les prix explosent. Quand vous traversez à pied les gratte-ciel rutilants du centre-ville, on y trouve le Downtown Eastside où des centaines de tentes sont alignées le long des trottoirs, des gens qui se shootent au fentanyl en pleine journée. Ce n'est pas un quartier. C'est un cimetière à ciel ouvert. Ici, le fentanyl règne en maître. Ce n'est pas comme l'héroïne dans les années 90. Le fentanyl est 50 fois plus puissant et une dose de la taille d'un grain de sel peut tuer. Il est désormais mélangé avec de la xylazine, un tranquillisant vétérinaire surnommé Tranq et les conséquences sont terribles. Les gens se fichent debout, inconscients, le corps penché en avant et leurs bras pendent. Ils peuvent rester ainsi pendant des heures et leur chair pourrisse vivante. Là où l'aiguille pénètre, la peau noircit, les tissus se nécrosent, les plaies s'ouvrent et ne guérissent jamais. Des bras rongés jusqu'à l'os, des jambes gangrenées et des amputations inévitables.
En 2025, 90% des drogues de rue à Vancouver contenaient de la xylazine. Le naloxone ou le Narcan, l'antidote qui sauve les overdoses de fentanyl, ne fonctionne pas contre la xylazine car lorsque les ambulanciers arrivent et injectent le Narcan, rien ne se passe. Le corps reste figé et parfois, il ne se réveille jamais. Comme solution, le gouvernement a introduit des sites de consommation supervisés où les gens peuvent se droguer sous surveillance médicale. L'idée est d'éviter les overdoses mortelles. Oui, ça sauve quelques vies mais ça ne résout pas le problème de fond car ces gens n'ont pas de logement, pas de traitement et donc pas d'avenir. Alors ils continuent de se droguer, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils meurent. Vancouver en 2026, c'est la ville la plus belle et la plus riche du Canada où des millionnaires sirotent des lattes dans des gratte-ciel en regardant des gens mourir de froid et d'overdose à 50 mètres de là. Toronto. Avec une population de près de 3 millions d'habitants, c'est le centre financier du Canada. Toronto regorge de gratte-ciel, de banques, de start-up et de sièges sociaux. C'est le New York canadien. Mais c'est aussi la ville où près de 15 400 personnes sont sans logement stable, plus du double qu'en 2021. Ce qui rend Toronto différente de Vancouver, c'est la vitesse à laquelle la crise s'est aggravée. En 3 ans, le nombre de sans-abri a explosé. Premièrement, ceci est dû au fait que les loyers ont augmenté de 40% en 3 ans tandis que les salaires n'ont augmenté que de 10%. Résultat, des gens qui pouvaient se permettre un logement en 2021 ne le peuvent plus en 2026. Ils ont été expulsés économiquement. Deuxièmement, cela est dû aux expulsions massives déguisées en rénoviction. En fait, un propriétaire ne peut pas légalement expulser un locataire sans raison en Ontario. Mais il peut l'expulser si l'immeuble nécessite des rénovations majeures. Devinez quoi? Des milliers de propriétaires ont soudainement découvert que leur immeuble avait besoin de rénovation et ont donc expulsé tout le monde. Ils font des travaux cosmétiques puis relouent les mêmes appartements à plus de 50% du loyer précédent. C'est légal. C'est du vol déguisé mais c'est légal. Troisièmement, les refuges sont saturés en permanence. Toronto a environ 9000 places en refuge d'urgence. Mais il y a près de 15 400 sans-abri. Cela est très insuffisant car chaque nuit, environ 6000 personnes n'ont nulle part où dormir. À 19 h, les refuges affichent complet. Les gens dorment alors dans la rue, dans leur voiture si elles en ont une, dans des tentes montées dans les parcs ou dans les métros jusqu'à ce que la police les expulse. Vancouver a un climat doux, rarement en dessous de -5 degrés Celsius. Toronto par contre a un climat allant jusqu'à -20 degrés Celsius entre janvier et février. Dormir dehors par ce temps, c'est mourir. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement mourir gelé. Chaque hiver, des corps sont retrouvés dans des ruelles, sous des ponts, dans des parkings. Des gens qui se sont endormis et ne se sont jamais réveillés, morts de froid, en 2026, au Canada. La ville ouvre des warming centers, des centres de réchauffement pendant les vagues de froid extrêmes. Quelques centaines de places supplémentaires sont insuffisants car malgré ça, des milliers de personnes restent dehors. Tout cela n'est rien comparé à la cruauté ultime. En effet, la ville démantèle régulièrement les campements de tentes dans les parcs car les résidents se plaignent, car ça fait mal paraître la ville, car les touristes n'aiment pas voir ça. Alors la police arrive, expulse tout le monde, détruit les tentes, confisque les affaires personnelles. Les gens s'en vont, pas très loin, juste dans la rue d'après. Ils montent une nouvelle tente et y restent jusqu'au prochain démantèlement. Ce n'est pas une solution mais du théâtre, de la gestion de l'apparence. Toronto en 2026, c'est une ville riche qui préfère cacher ses pauvres que les loger. La crise n'est plus limitée seulement à Vancouver et Toronto. À Montréal, environ 5000 sans-abri sont recensés. Les loyers explosent même si c'est encore moins cher qu'à Toronto et Vancouver. L'hiver est brutal avec des tentes dans les parcs du centre-ville et les métros deviennent des refuges nocturnes pour les sans-abri jusqu'à ce que la société de transport les expulse. À Halifax, plus de 1000 sans-abri dans une ville de 450 000 habitants dotée d'une économie locale faible avec peu d'emplois bien payés. Les loyers augmentent à cause de l'afflux de gens fuyant Toronto et Vancouver. Calgary est le cœur de l'industrie pétrolière et gazière canadienne.
Quand le prix du pétrole chute, l'économie s'effondre et s'ensuivent alors le chômage, les expulsions et bien évidemment le sans-abrisme. L'hiver à moins 30 degrés Celsius fait des morts par hypothermie chaque année. Bien qu'ils représentent environ 5% de la population canadienne, les autochtones constituent 30 à 40% des sans-abri dans plusieurs villes. Pourquoi ? Tout simplement à cause du racisme persistant, de la pauvreté systémique dans les réserves et du taux de dépendance et de suicide élevé. Le Canada parle beaucoup de réconciliation avec les peuples autochtones. Pourtant, 40% des sans-abri sont autochtones. Les actes ne suivent pas les paroles. Comment le pays le plus gentil du monde en est-il arrivé là? Cela est dû à plusieurs raisons. D'abord, le logement n'est plus un droit, c'est un investissement. Les maisons ne servent plus à habiter. Elles servent à faire du profit. Les investisseurs étrangers, les investisseurs locaux, les fonds immobiliers, tout le monde achète des propriétés pour les revendre plus cher ou les louer à prix exorbitants. Résultat, les prix explosent et les locaux sont exclus. Ensuite, le Canada accueille près de 500 000 immigrants par an. Ces immigrants ne sont pas le problème. Le manque de planification est le vrai problème car augmenter l'immigration sans augmenter l'offre de logement, c'est de la folie. C'est condamner à la fois les Canadiens et les nouveaux arrivants à la précarité. Aussi, ajustés pour l'inflation, les salaires de la classe moyenne canadienne n'ont presque pas augmenté depuis 1990. Pendant ce temps, les loyers, les prix des maisons et le coût de la vie ont augmenté chaque année. La classe moyenne canadienne est en train de mourir. 28% des sans-abri souffrent de troubles mentaux graves comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression sévère. 45% luttent contre la dépendance au fentanyl, au crack et à l'alcool. Dans le même temps, les services de santé mentale au Canada sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie universelle canadienne, fierté nationale, ne couvre pas les psychologues, les psychothérapeutes et les médicaments psychiatriques, sauf si vous avez une assurance privée. Le Canada est excellent pour faire de beaux discours, mais agir reste encore un défi. Le Canada n'est pas les États-Unis. Les Canadiens répètent cette phrase comme un mantra, comme une protection, comme une fierté. Le rêve canadien, ce mythe du pays gentil, juste, équitable, où tout le monde a sa chance, est en train de mourir sous les ponts de Vancouver, dans les parkings de Toronto, dans les tentes de Montréal pour ne citer que ces villes-là. Le plus tragique est que le Canada a tous les outils et les ressources nécessaires et suffisantes pour résoudre cette crise. Ce qui lui manque, c'est la volonté politique parce que résoudre l'itinérance signifie affronter des intérêts puissants, des intérêts qui profitent au gouvernement mais surtout à l'élite politique. Tant que ces intérêts primeront sur la dignité humaine, la crise continuera et chaque hiver, des Canadiens continueront de mourir de froid dans les rues de l'un des pays les plus riches du monde. Le Canada doit choisir entre rester un pays riche avec des pauvres qui meurent dans la rue ou redevenir le pays juste et équitable qu'il prétend être. Pour l'instant, son choix est fait et il est connu de tous. Mais il n'est jamais tard pour changer.